Un millionnaire a donné 1250 € à une serveuse pour sauver la vie de son fils. Le lendemain matin, il l'a trouvée sur la tombe de son amour disparu il y a 27 ans. Le soleil d'automne se glissait timidement entre les nuages qui surplombaient Saint-Malo, caressant les pavés usés par le temps, dans cette ville fortifiée où l'Atlantique venait lécher les remparts centenaires. Le café, le coin des souvenirs, constituait une escale chaleureuse pour les habitants et les quelques touristes qui s'aventuraient hors saison. Pauline Girard essuyait machinalement le comptoir en bois patiné, tout en jetant un coup d'œil à la pendule. Déjà 15 heures, dans 2 heures, elle pourrait enfin quitter son tablier pour se précipiter à l'hôpital avant la fin des visites. Son fils l'attendait, et cette pensée suffisait à lui redonner l'énergie nécessaire pour servir encore quelques cafés avec ce sourire qui semblait ne jamais quitter son visage. Malgré les circonstances, « Un autre café, s'il vous plaît, mademoiselle ». L'homme d'affaires au costume impeccable lui tendait sa tasse vide, un habitué du matin qui, exceptionnellement, s'attardait aujourd'hui. Pauline hocha la tête avec cette bienveillance qui la caractérisait. Bien sûr, Monsieur Laurent, toujours un petit nuage de lait. Tandis que la machine à café ronronnait, elle passa distraitement la main sur son cou, effleurant la chaîne en argent qui s'y trouvait. Au bout pendait une demi-médaille de Saint-Jude, patron des causes désespérées, un demi-cercle irrégulier, comme si quelqu'un l'avait brisé intentionnellement. Cette médaille, c'était tout ce qui lui restait, avec une boîte en métal ornée de fleurs de cerisier, de celle qu'elle avait toujours considérée comme sa tante. « Alors, des nouvelles du petit ?» demanda Marie, la propriétaire du café, en sortant de la cuisine avec un plateau de pâtisserie fraîche. Pauline haussa les épaules, tentant de masquer l'inquiétude qui lui nouait l'estomac chaque fois qu'elle pensait à Raphaël. Les médecins disent toujours la même chose. Il lui faut cette opération avant l'hiver. Marie lui serra affectueusement l'épaule. À 58 ans, elle avait pris Pauline sous son aile dès son arrivée au café. 3 ans plus tôt, elle savait que derrière ce sourire lumineux se cachait une mère de 26 ans qui luttait désespérément pour rassembler les fonds nécessaires à l'opération cardiaque de son fils. Combien te manque-t-il encore ? 1350 €, répondit Pauline en servant le café à Monsieur Laurent. Avec le pourboire d'aujourd'hui, peut-être un peu moins, chaque centime compte. Elle avait calculé et recalculé 1000 fois son salaire, ses économies, le petit héritage laissé par Simone, sa tante adoptive. Tout cela ne suffisait pas. Il manquait encore cette somme, qui paraissait à la fois si proche et si inaccessible. L'après-midi s'étirait lentement. Par la fenêtre, Pauline observait les nuages s'amonceler, annonçant l'une de ces tempêtes automnales qui secouaient régulièrement la côte bretonne. La clochette de la porte tinta, laissant entrer une famille de touristes qui s'ébrouaient comme une portée de chatons mouillés. « Il commence à tomber des cordes », annonça le père en se débarrassant de son imperméable. Pauline les installa près de la cheminée, où crépitait un feu réconfortant. En leur apportant des chocolats chauds, elle aperçut 2 enfants, un garçon et une fille, qui se chamaillaient joyeusement pour un jeu électronique. Son cœur se serra. Raphaël aussi aurait dû pouvoir courir, se disputer, vivre pleinement ses 7 ans. Au lieu de cela, sa malformation cardiaque le confinait souvent au lit, son petit visage pâle encadré de boucles brunes, ses grands yeux verts, si semblables aux siens, pleins d'une sagesse que nul enfant ne devrait posséder si jeune. « Tu penses encore à lui ?» constata Marie en surprenant son regard mélancolique. « Comment faire autrement ?» soupira Pauline. « Les médecins ont été clairs. Sans cette intervention, son cœur ne tiendra pas jusqu'à ses 10 ans. » Un éclair zébra le ciel, suivi presque immédiatement d'un grondement de tonnerre qui fit sursauter les clients. La pluie redoubla d'intensité, battant furieusement contre les vitres du café. Pauline retourna derrière le comptoir et ouvrit discrètement le petit tiroir où elle gardait sa boîte en métal. Le couvercle orné de fleurs de cerisier s'ouvrit avec un léger grincement, révélant son précieux contenu, billets soigneusement pliés, pièces comptées et recomptées. Elle ajouta les pourboires de la matinée et referma la boîte avec un soupir. « Tu sais, ma petite, tu devrais peut-être accepter l'offre de Jean-Marc », suggéra Marie à voix basse. « Il cherche toujours quelqu'un pour les services du soir au restaurant du port. Ça te ferait un complément. » Pauline secoua la tête. « Et qui s'occuperait de Raphaël le soir ? L'hôpital ne garde les enfants que jusqu'à 18 h quand ils ne sont pas en phase critique. Non, je dois trouver une autre solution. » La porte s'ouvrit à nouveau, laissant entrer une nouvelle bourrasque de vent et de pluie, ainsi qu'un homme d'une 50aine d'années, grand, les cheveux poivre et sel,
Il portait un costume qui, malgré la pluie, semblait impeccable, ce qui frappa immédiatement Pauline. Ce furent ses yeux, d'un vert profond qui lui rappela, avec un pincement au cœur, ceux de son fils. L'homme balaya le café du regard, avant de s'installer à une table dans le coin, celle qui offrait une vue sur le port et la mer déchaînée. Pauline s'approcha, carnet de commande en main. « Bonjour, monsieur. Que puis-je vous servir ?» Il leva les yeux vers elle, et pendant un instant, Pauline eut l'étrange sensation qu'il la reconnaissait. Mais c'était impossible. Elle n'avait jamais vu cet homme auparavant. « Un café noir, s'il vous plaît, et peut-être quelque chose pour se réchauffer. Vous avez une spécialité locale. Notre phare breton vient d'être préparé, » proposa-t-elle avec son sourire habituel. « Parfait. » Tandis qu'elle préparait sa commande, Pauline ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil à l'étranger. Il avait sorti des documents d'une serviette en cuir et les étudiait avec attention. Mais son regard semblait parfois se perdre dans le vague, comme hanté par des souvenirs lointains. Elle déposa délicatement la tasse et l'assiette sur sa table. « Voilà, monsieur, un café noir et un phare breton. »« Merci. »« Mademoiselle. »« Pauline. »« Pauline Girard. » Il hocha la tête, un sourire poli aux lèvres. « Pascal Lemoine. » Elle s'apprêtait à repartir quand son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Un coup d'œil à l'écran lui glaça le sang. L'hôpital. Elle s'excusa rapidement auprès du client et se précipita vers l'arrière-boutique pour répondre. « Allô ? Oui, c'est Pauline Girard. Comment ? Mais je croyais que... Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. » Le visage pâle, elle revint en trombe dans la salle, arrachant presque son tablier. « Marie, je dois y aller. C'est Raphaël. Il a fait un malaise. Ils veulent que je vienne immédiatement. » La propriétaire n'eut pas le temps de répondre, que déjà Pauline attrapait son imperméable et son sac à main. Dans sa précipitation, elle ne vit pas le client qu'elle venait de servir et le percuta de plein fouet. La tasse de café encore pleine se renversa sur les documents étalés sur la table. « Oh mon Dieu, je suis terriblement désolée » s'exclama-t-elle, horrifiée. À sa grande surprise, Pascal Lemoine ne sembla pas s'en formaliser. Son regard était fixé sur le pendentif qui s'était échappé de son col dans la bousculade. La demi-médaille de Saint-Jude, qui luisait doucement à la lumière tamisée du café. « Ce n'est rien, » dit-il d'une voix étrangement calme. « Allez-y, vous semblez avoir une urgence. » Pauline hocha la tête, reconnaissante mais trop préoccupée pour remarquer l'intensité avec laquelle l'homme fixait désormais le médaillon qui pendait à son cou. Elle se précipita vers la sortie, plongeant dans la tempête qui redoublait de violence. Ignorant la pluie qui fouettait son visage, son esprit était tout entier tourné vers l'hôpital, vers ce petit lit où son fils luttait, pendant que dans le café qu'elle venait de quitter, un homme sortait lentement de son portefeuille, l'autre moitié d'une médaille brisée 27 ans auparavant. Pascal Lemoine resta figé, la tasse de café renversée formant une flaque sombre autour de ses documents. Son regard suivait la silhouette de Pauline qui disparaissait dans la tempête. Cette demi-médaille, impossible. Et pourtant, il l'avait vue de ses propres yeux, d'une main légèrement tremblante. Il sortit de son portefeuille un petit sachet en velours bleu nuit. Il l'ouvrit délicatement et en extirpa l'autre moitié d'une médaille de Saint-Jude, celle qu'il avait conservée comme une relique pendant 27 longues années. « Je vous apporte de quoi éponger tout ça », s'excusa Marie, en déposant une pile de serviettes sur la table. Pauline est vraiment désolée. Elle ne perd jamais son sang-froid d'habitude. Mais quand il s'agit de son fils, répéta Pascal, arrachant son regard de la médaille. Le petit Raphaël, un ange de 7 ans, mais né avec un cœur fragile, une malformation congénitale, apparemment héréditaire. Marie secouait la tête en épongeant le café. Pauline elle-même a une cicatrice sur la jambe d'une opération qu'elle a subie bébé pour le même problème. Pascal sentit son pouls s'accélérer. Une cicatrice sur la jambe, une malformation cardiaque héréditaire. Exactement comme Emmanuel, sa défunte épouse avait cette marque caractéristique sur le mollet gauche. Trace d'une intervention chirurgicale pratiquée quelques jours après sa naissance. Cette jeune femme, commença-t-il, cherchant soigneusement ses mots, elle vit seule avec son fils. Oui, le père n'a jamais été dans le tableau. Elle a été élevée par sa tante, Simone, une infirmière qui travaillait à l'hôpital de Rennes. Mais la pauvre femme est décédée il y a 3 ans, un cancer. Marie s'interrompit, réalisant soudain qu'elle parlait peut-être trop. « Pardonnez-moi, je raconte la vie de mes employés à un inconnu. »« Ne vous excusez pas, » la rassura Pascal. « C'est juste que... »
Elle me rappelle quelqu'un qu'il avait perdu par une nuit d'orage similaire. Il y a presque 3 décennies, le souvenir, habituellement maintenu à distance, l'assaillit avec une violence inattendue, la route sinueuse des falaises de Bretagne, la pluie battante obscurcissant le pare-brise, Emmanuelle, enceinte de 8 mois, qui posait tendrement la main sur son ventre rond. Ils venaient d'acheter leur première maison à Saint-Malo, où ils avaient prévu d'élever leur enfant, loin de l'agitation parisienne. « Ce sera une fille, je le sens », avait-elle murmuré en souriant. Puis l'accident, un camion surgit de nulle part, la voiture qui dérape, qui plonge vers la falaise, le choc. Emmanuelle projeté hors du véhicule, son propre corps extirpé des décombres par les secours, mais aucune trace de sa femme, les recherches qui durent des jours, des semaines, le verdict cruel, tombé dans l'océan déchaîné, Emmanuelle et leur enfant à naître avaient disparu à jamais. « Monsieur, vous allez bien ?» La voix de Marie le ramena au présent. Il cligna des yeux, chassant l'humidité qui s'y était accumulée. « Oui, pardonnez-moi, un mauvais souvenir. » Il jeta un œil aux documents imbibés de café, des contrats immobiliers pour l'acquisition d'un bâtiment commercial dans le vieux Saint-Malo. Ironiquement, c'était la première fois qu'il revenait dans cette ville depuis la tragédie. « Vous savez, je crois que je vais y aller aussi. » Pascal régla son addition, laissant un pourboire généreux, et s'enfonça à son tour dans la tempête. Mais au lieu de rejoindre sa voiture, ses pas le menèrent instinctivement vers l'hôpital. La pluie cinglait son visage, mais il la remarquait à peine. Obsédé par cette demi-médaille qui était le reflet exact de la sienne, l'hôpital Saint-Louis se dressait à quelques rues du port, bâtiment moderne aux grandes baies vitrées illuminées. Pascal s'arrêta sous l'auvent de l'entrée, soudain conscient de l'absurdité de sa démarche. Qu'allait-il faire ? Aborder une jeune femme inquiète au chevet de son fils malade pour lui demander d'où venait son bijou ? Il fit demi-tour, secouant la tête devant sa propre impulsivité, et pourtant, cette médaille, Emmanuelle et lui, l'avaient brisée en 2 le jour de leur mariage, chacun gardant une moitié comme symbole de leur union. Même séparés, nous restons un tout, avait-elle dit. Pascal erra un moment dans les rues désertes, laissant la pluie tremper son costume hors de prix. À 52 ans, il avait tout réussi professionnellement. Sa société immobilière était devenue l'une des plus importantes de la région parisienne. Il possédait un appartement avec vue sur la tour Eiffel, une villa en Provence, une collection de voitures anciennes. Et pourtant, depuis cette nuit fatidique, il n'avait jamais réussi à combler le vide laissé par Emmanuelle. Presque malgré lui, ses pas le ramenèrent au café et le coin des souvenirs. L'établissement était presque vide maintenant. Marie s'affairant à nettoyer les tables, il hésita, puis poussa la porte. La clochette tinta doucement. « Tiens, vous revoilà », s'étonna la propriétaire. « Vous avez oublié quelque chose. » En quelque sorte, il s'approcha du comptoir. « Je me demandais... Cette jeune femme, Pauline, son fils, vous avez mentionné qu'il avait besoin d'une opération. » Marie le dévisagea avec un mélange de méfiance et d'espoir. « Oui, une chirurgie cardiaque correctrice, assez courante de nos jours, mais coûteuse. L'assurance ne couvre pas tout. Et Pauline se tue à la tâche pour réunir le reste. » Elle s'interrompit. « Pourquoi cet intérêt ?» Pascal sortit son portefeuille, évitant la question. « Combien lui manque-t-il exactement ?»« 1350 €, répondit Marie sans hésiter. « C'est une somme pour elle, mais j'aimerais l'aider anonymement, précisa-t-il en voyant l'expression surprise de Marie. Pourriez-vous lui transmettre cette somme sans mentionner ma participation ?» Les yeux de Marie s'écarquillèrent, tandis qu'il comptait la somme exacte en billets. « Monsieur, c'est extrêmement généreux, mais... » Pourquoi ? Pascal repensa à la médaille, à la cicatrice, aux yeux verts identiques à ceux d'Emmanuelle. « Disons que j'ai connu quelqu'un qui souffrait de la même condition. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Je préfère rester anonyme, s'il vous plaît. » Marie accepta l'enveloppe, visiblement émue. « Je la lui donnerai dès qu'elle reviendra. » Pascal hocha la tête et quitta le café, l'esprit tourmenté par des questions sans réponse. La tempête s'était un peu calmée, mais le vent marin continuait de fouetter les remparts de la vieille ville. Il remonta le col de son manteau et se dirigea vers son hôtel, la demi-médaille serrée dans sa paume. Cette nuit-là, allongé dans sa chambre d'hôtel, Pascal ne trouva pas le sommeil. Il fixait le plafond, revivant chaque détail de sa rencontre avec Pauline. Son âge correspondait. 26 ans, né 9 mois après l'accident.
ses yeux verts, si semblables à ceux d'Emmanuel, cette malformation cardiaque héréditaire, et surtout, cette moitié de médaille, impossible coïncidence, le lendemain matin, malgré la fatigue, il se rendit au cimetière municipal. C'était le 15 novembre, exactement 27 ans jour pour jour après l'accident. Comme chaque année à cette date, qu'importe où il se trouvait dans le monde, Pascal visitait une église ou un cimetière pour honorer la mémoire d'Emmanuel et de leur enfant à naître. Le corps d'Emmanuel n'ayant jamais été retrouvé, il n'y avait pas de tombe à proprement parler. Mais les parents d'Emmanuel, aujourd'hui décédés, avaient fait installer une plaque commémorative dans le carré familial. Pascal y déposa un bouquet de coupes de lait, les fleurs préférées de sa défunte épouse. « Tu me manques toujours autant », murmura-t-il en effleurant le nom gravé dans la pierre. Un bruit de pas sur le gravier attira son attention. Il se retourna, et son cœur manqua un battement. À quelques allées de là, Pauline Girard s'agenouillait devant une tombe, déposant un bouquet identique au sien. Des coupes de lait blanc, comme neige. Elle portait un imperméable beige, et ses cheveux châtains dansaient dans la brise matinale. Pascal se figea, incapable de détacher son regard de cette scène. Pauline semblait parler doucement à la pierre tombale, comme à une vieille amie. Puis, elle sortit de son sac une petite photo encadrée, qu'elle plaça contre la pierre. Même à cette distance, Pascal pouvait distinguer deux silhouettes sur le cliché, poussées par une force irrésistible. Il s'approcha lentement, contournant les tombes pour ne pas être immédiatement repéré. Quand il fut assez près, son sang se glaça dans ses veines, sur la photo que Pauline avait déposée. On voyait deux femmes souriantes devant un hôpital. L'une était d'âge moyen, sans doute Simone, l'autre, plus jeune, aux longs cheveux châtains et aux yeux d'un vert lumineux, était indubitablement Emmanuel. La nuit avait été éprouvante pour Pauline, assise sur une chaise inconfortable de l'hôpital. Elle avait veillé Raphaël jusqu'à ce que sa respiration redevienne régulière. Un épisode de tachycardie, avait expliqué le médecin de garde, une nouvelle manifestation de sa pathologie cardiaque qui ne faisait que confirmer l'urgence de l'opération. À l'aube, épuisée mais soulagée, Pauline avait laissé son fils aux bons soins des infirmières pour rentrer prendre une douche rapide avant de retourner au café. Elle ne pouvait pas se permettre de manquer une journée de travail, pas quand chaque euro comptait, en poussant la porte du coin des souvenirs. Elle fut accueillie par le regard inhabituellement brillant de Marie. La patronne s'approcha d'elle, une enveloppe blanche à la main. « Comment va Raphaël ?» demanda-t-elle d'abord, avec une sincère inquiétude. « Stabilisé ?» soupira Pauline en accrochant son imperméable. Mais le docteur Moreau insiste pour avancer l'opération. Il parle maintenant de la semaine prochaine, au plus tard. Marie hocha la tête, puis tendit l'enveloppe avec un sourire mystérieux. Alors ceci arrive à point nommé. Qu'est-ce que c'est ? Pauline prit l'enveloppe, intriguée par son poids. Ouvre. Les doigts fébriles. Pauline déchira le papier et resta stupéfaite. Des billets, soigneusement empilés. Elle les compta rapidement, les yeux écarquillés d'incrédulité. 1350 €. Exactement ce qu'il manque pour l'opération, mais qui ? Un bienfaiteur qui souhaite rester anonyme ? Répondit Marie avec un haussement d'épaules. Il est passé hier soir, après ton départ. Hier soir. Pauline fronça les sourcils, essayant de se remémorer les clients présents avant qu'elle ne se précipite à l'hôpital. C'était cet homme, n'est-ce pas ? Celui sur qui j'ai renversé du café. Marie détourna le regard, trahissant involontairement la vérité. J'ai promis de ne rien dire. Des larmes montèrent aux yeux de Pauline. Le soulagement, la gratitude, la stupéfaction se mêlaient en elle. C'est miraculeux. Elle serra l'enveloppe contre son cœur, sentant le poids de l'angoisse des derniers mois s'alléger un peu. Avec cette somme, l'opération de Raphaël était désormais assurée. Son petit garçon allait avoir sa chance. Je dois le remercier, décida-t-elle soudain. Je ne peux pas accepter une telle générosité sans au moins exprimer ma gratitude. Il a insisté pour rester anonyme, rappela Marie. Et puis, je ne sais même pas où le trouver, il n'a pas laissé de nom ni de coordonnées. Pauline serra les lèvres, frustrée mais déterminée. Elle rangea précieusement l'enveloppe dans la poche intérieure de son sac et enfila son tablier. Toute la journée, tout en servant les clients avec son sourire habituel, son esprit tournait autour de ce mystérieux bienfaiteur et de la raison qui avait pu le pousser à un tel geste. En fin d'après-midi, profitant d'une accalmie, elle demanda à Marie si elle pouvait s'absenter une heure. Bien sûr,
Tu vas voir Raphaël. D'abord le cimetière, répondit Pauline. C'est le jour où Simone nous a quittés, il y a 3 ans. Je lui dois bien une visite. Le petit cimetière de Saint-Malo était paisible en ce milieu de journée. Le vent marin faisait doucement bruisser les cyprès et caressait les pierres tombales comme une main bienveillante. Pauline connaissait le chemin par cœur. 3e allée, 7e tombe sur la gauche, une pierre simple, en granit breton, où était gravé « Simone Leroy, 1950-2022. L'amour trouve toujours son chemin ». Pauline s'agenouilla et déposa son bouquet de coupes de lait blanc, les fleurs qu'elle apportait toujours en souvenir de cette histoire que Simone aimait raconter, comment sa meilleure amie, décédée bien trop jeune, adorait ces fleurs délicates qui semblaient défier l'hiver breton. « Salut, Simone », murmura-t-elle en caressant le marbre froid. « Raphaël a eu une autre crise hier soir, mais ne t'inquiète pas, il va mieux. Et figure-toi qu'un inconnu a donné exactement la somme qu'il manquait pour son opération. Un miracle, non. » Elle marqua une pause, comme si elle attendait une réponse qu'elle savait ne jamais venir. « Tu me manques tellement. J'aurais besoin de tes conseils, de ta force. Parfois, je me sens si seule. » Elle sortit de son sac la petite photo encadrée qu'elle apportait lors de chaque visite. Simone y apparaissait devant l'hôpital de Rennes où elle avait travaillé comme infirmière-chef pendant 30 ans. À ses côtés, une jeune femme souriante, presque le sosie de Pauline, aux mêmes yeux verts et aux mêmes boucles châtains. « Ta chère amie Emmanuelle », murmura Pauline en effleurant le visage sur la photo. Simone lui avait toujours dit qu'elle ressemblait trait pour trait à cette amie perdue dans un accident tragique juste avant sa naissance. Vous deviez être si proches pour qu'elle te confie son médaillon. Instinctivement, Pauline porta la main à son cou, sentant sous ses doigts la forme familière de la demi-médaille. Simone la lui avait donnée le jour de ses 18 ans, avec ces mots énigmatiques. « Un jour, tu trouveras peut-être l'autre moitié. Et ce jour-là, tu découvriras tes racines. » À l'époque, Pauline avait cru à une métaphore poétique, un de ces conseils mystérieux dont Simone avait le secret, mais au fil des années, surtout après la naissance de Raphaël avec la même malformation cardiaque qu'elle-même, la question de ses origines était devenue plus pressante. Simone ne lui avait jamais caché qu'elle n'était pas sa mère biologique. Elle l'avait recueillie bébé, après la mort de sa mère dans un accident, quant à son père. Il était parti avant même ta naissance. Selon les rares explications de Simone, Pauline n'avait jamais insisté, reconnaissante envers cette femme qu'il avait élevée avec tant d'amour. Mais parfois, comme aujourd'hui devant cette tombe, les questions revenaient en la hanter, qui étaient ses parents biologiques. D'où venait cette malformation cardiaque héréditaire? Et surtout, quel était le secret caché derrière cette demi-médaille, qui ne la quittait jamais? « Si seulement tu m'avais dit la vérité avant de partir », soupira-t-elle en rangeant la photo. « Tu m'as laissé avec tant de questions sans réponse. » Un bruit de pas sur le gravier la fit sursauter. Pauline se retourna vivement et se figea. L'homme du café, celui qui avait renversé son café, se tenait à quelques mètres, la fixant comme s'il voyait un fantôme. « Vous ». Pascal Lemoine semblait incapable de parler. Son regard allait de Pauline à la photo qu'elle venait de ranger, puis à la tombe, comme s'il essayait de résoudre une équation particulièrement complexe. « Pardonnez-moi », balbutia-t-il enfin. « Je ne voulais pas vous déranger. » Pauline se releva, époussetant machinalement son jean. « C'est vous, n'est-ce pas, qui avez laissé l'argent pour l'opération de mon fils ?» Il ne nia pas, se contentant d'un léger hochement de tête. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, direct. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez pas Raphaël. » Pascal s'approcha lentement, comme s'il craignait qu'elle ne s'enfuit. Son regard était fixé sur le médaillon qui pendait au cou de Pauline. « Cette médaille » commença-t-il d'une voix étrangement rauque. « Puis-je la voir ?» Instinctivement, Pauline porta la main à son cou dans un geste protecteur. « Pourquoi ?» Sans répondre, Pascal sortit de sa poche un petit sachet en velours. Il l'ouvrit et en tira une demi-médaille identique à celle de Pauline. Le souffle coupé, elle observa les deux moitiés côte à côte. « C'est impossible », murmura-t-elle. « Puis-je voir la photo ?» demanda-t-il doucement, comme s'il craignait de l'effrayer. « Celle que vous avez posée sur la tombe. » Les mains tremblantes, Pauline sortit le cadre de son sac et le lui tendit. Pascal le prit avec une révérence presque religieuse, ses doigts effleurant le visage d'Emmanuel avec une tendresse infinie. « Vous la connaissiez », réalisa Pauline, observant l'émotion évidente sur son visage. « Vous connaissiez Emmanuel. »
Elle était ma femme, répondit Pascal simplement, les yeux rivés sur la photo. Elle est décédée dans un accident il y a 27 ans, du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à aujourd'hui. Un silence lourd s'abattit sur eux, seulement troublé par le bruissement des cyprès et le cri lointain des mouettes. Pauline fixait Pascal, incapable de comprendre pleinement ce qu'impliquaient ces paroles. « Votre femme », répéta-t-elle finalement. « Mais comment est-ce possible ? Simone m'a toujours dit qu'Emmanuelle était son amie la plus proche, qu'elle était morte dans un accident juste avant ma naissance. » Pascal serra les poings, visiblement ébranlé. « Emmanuelle, ma femme, a disparu dans un accident de voiture le 15 novembre 1997. Elle était enceinte de 8 mois. Son corps n'a jamais été retrouvé. 1997, murmura Pauline, l'année de ma naissance. » Leurs regards se croisèrent, et chacun put y lire le même mélange de confusion et d'incrédulité. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image si improbable qu'elle semblait tirée d'un roman. « Cette médaille, » reprit Pascal en sortant sa moitié. « Emmanuelle et moi l'avons brisée en 2 le jour de notre mariage. Même séparés, nous restons un tout, disait-elle. » Il tendit sa demi-médaille vers celle de Pauline. Les bords irréguliers semblaient parfaitement complémentaires, comme 2 pièces d'un puzzle conçu pour s'emboîter. « Comment avez-vous obtenu cette médaille ?» demanda-t-il, sa voix trahissant son émotion. « Simone me l'a donnée pour mes 18 ans. Elle m'a dit qu'un jour, je trouverais peut-être l'autre moitié, et que ce jour-là, je découvrirais mes racines. » Pauline secoua la tête, désorientée. Je pensais que c'était une de ces phrases énigmatiques. Une métaphore. Pascal détourna le regard, fixant la tombe de Simone comme s'il pouvait y trouver des réponses. Simone Leroy, ce nom me dit quelque chose. Il fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Attendez, elle était infirmière-chef à l'hôpital de Rennes. Oui, pendant plus de 30 ans. C'est là qu'elle a connu Emmanuelle, d'après ce qu'elle m'a raconté. Simone Leroy, répéta Pascal. Bien sûr, c'était elle, l'infirmière qui s'est occupée de moi après l'accident. Je me souviens maintenant, elle était là quand on m'a annoncé qu'Emmanuelle avait été éjectée de la voiture, que son corps n'avait pas été retrouvé. Un frisson parcourut Pauline. Vous pensez que... Non, c'est impossible. Mais l'impossible semblait de plus en plus plausible à mesure que les coïncidences s'accumulaient. La date de l'accident correspondait à sa naissance. La demi-médaille d'Emmanuelle était maintenant en sa possession. Sans parler de sa ressemblance frappante avec la femme de la photo et de cette malformation cardiaque héréditaire, est-ce que... Pascal hésita, comme s'il craignait de formuler sa pensée à voix haute. Est-ce que votre date de naissance coïnciderait avec celle de l'accident ? Je suis née le 16 novembre 1997. Confirma Pauline. Le lendemain de l'accident, si vos dates sont exactes, Pascal ferma les yeux un instant, encaissant cette nouvelle information. Et cette cicatrice sur votre jambe dont Marie m'a parlé, Emmanuelle avait exactement la même, résultat d'une opération qu'elle avait subie peu après sa naissance. Une malformation vasculaire héréditaire associée à un problème cardiaque, la même que celle de Raphaël, murmura Pauline, portant inconsciemment la main à sa cuisse où se trouvait la cicatrice qu'elle avait toujours connue. Un vent froid balaya soudain le cimetière, faisant frissonner Pauline. La situation devenait trop intense, trop irréelle. « Écoutez, » dit-elle en reculant d'un pas. « Tout ceci c'est trop. Je dois retrouver Raphaël à l'hôpital. Je ne peux pas absorber tout ça maintenant. » Pascal hocha la tête, comprenant sa confusion. « Bien sûr, votre fils est prioritaire. Mais nous pourrions peut-être nous retrouver demain pour parler plus calmement. » Pauline hésita. D'un côté, une part d'elle voulait fuir loin de ces révélations qui menaçaient de bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur ses origines. De l'autre, la possibilité de découvrir enfin la vérité était trop forte pour être ignorée. « Demain matin, 10 heures, au café, » concéda-t-elle finalement. « C'est mon jour de congé. J'y serai, » promit Pascal. Ils se séparèrent dans une atmosphère lourde de questions sans réponse. Pauline se dirigea vers l'hôpital, l'esprit en ébullition, tandis que Pascal resta un moment immobile devant la tombe de Simone, comme s'il espérait que la pierre puisse lui révéler les secrets qu'elle avait emportés. À l'hôpital, Raphaël colorait tranquillement dans son lit, ses boucles brunes tombant sur son front pâle, ses grands yeux verts, si semblables à ceux de Pauline, à ceux d'Emmanuelle, s'illuminèrent quand il aperçut sa mère. « Maman, tu as vu, je vais beaucoup mieux aujourd'hui.
Pauline s'efforça de sourire naturellement, refoulant le tourbillon d'émotions qui l'habitait. Elle s'assit au bord du lit et prit son fils dans ses bras, respirant son odeur familière comme pour s'ancrer dans la réalité. « Le docteur a dit que je pourrais peut-être rentrer demain », annonça fièrement Raphaël. « C'est une excellente nouvelle, mon cœur. » Elle hésita, puis ajouta « Et j'en ai une autre pour toi. On a le reste de l'argent pour ton opération. »« C'est vrai !» s'exclama le petit garçon avec un enthousiasme teinté d'anxiété, malgré son jeune âge. Il était parfaitement conscient de ce que signifiait cette opération. Oui, quelqu'un a été très généreux. Qui ça? Comment expliquer à un enfant de 7 ans que cet homme pourrait être son grand-père, que toute leur histoire familiale était peut-être basée sur un secret colossal? Un monsieur très gentil, se contenta-t-elle de répondre. Un jour, je te raconterai toute l'histoire. Le docteur Moreau entra dans la chambre, interrompant leur conversation. C'était un homme d'une 60aine d'années, aux cheveux grisonnants et au regard bienveillant derrière ses lunettes. « Madame Girard, je voulais justement vous parler. Les derniers examens de Raphaël sont encourageants. Sa crise d'hier était préoccupante, mais son cœur a bien récupéré. On peut programmer l'opération, alors. C'est précisément ce dont je voulais discuter. » Le médecin consulta son dossier. « Nous avons une place lundi prochain. Le professeur Lenoir, qui est spécialiste de cette malformation particulière, sera disponible. C'est une opportunité à saisir. » Pauline prit une profonde inspiration. « Nous avons réuni la somme nécessaire. » Le médecin sourit, visiblement soulagé. « Excellente nouvelle. Je vais donc confirmer l'intervention. » Après le départ du médecin, Pauline resta auprès de Raphaël jusqu'à ce qu'il s'endorme. Épuisée par sa journée, elle contempla son petit visage paisible, si fragile et pourtant si déterminé. Si les suppositions qui tournaient dans son esprit étaient exactes, cet enfant était le petit-fils de Pascal Lemoine, un homme qui, jusqu'à hier, ignorait même son existence. Un homme qui portait l'autre moitié de la médaille que Simone lui avait confiée. La nuit était tombée quand Pauline quitta finalement l'hôpital. Au lieu de rentrer directement chez elle, ses pas la menèrent vers un petit banc face à la mer, sur les remparts de Saint-Malo. La lune se reflétait sur l'océan agité, créant un chemin argenté sur les vagues. Elle sortit de son sac la vieille boîte en métal ornée de fleurs de cerisier. L'autre héritage que lui avait laissé Simone, elle l'ouvrait rarement, mais ce soir, poussée par un besoin irrépressible de réponse, elle fit sauter le petit loquet. À l'intérieur, sous l'enveloppe contenant l'argent pour l'opération, se trouvait un carnet à la couverture de cuir usé, le journal intime de Simone, qu'elle n'avait jamais eu le courage de lire jusqu'au bout. Trop bouleversée par le chagrin après sa mort, Pauline l'ouvrit avec précaution, feuilletant les pages jaunies par le temps, cherchant les entrées datant de novembre 1997. Peut-être que Simone y avait consigné la vérité, peut-être y trouverait-elle des réponses aux questions qui la tourmentaient. Les doigts tremblants, Pauline tournait les pages du journal intime de Simone. L'écriture fine et penchée dansait sous la lumière du lampadaire voisin, racontant le quotidien d'une infirmière-chef dévouée à ses patients. Elle feuilleta rapidement jusqu'à novembre 1997, son cœur battant la chamade. Elle trouva enfin l'entrée du 15 novembre, écrite d'une main plus nerveuse que d'habitude. 15 novembre 1997, une nuit que je n'oublierai jamais, l'accident sur la route des falaises. Cette jeune femme enceinte, éjectée de la voiture, miraculeusement tombée sur un rebord rocailleux plutôt que dans les flots. Quand l'équipe de secours l'a amenée, elle était inconsciente, gravement blessée, mais vivante. Et le bébé aussi, son mari, moins gravement touché, était dans un état de choc. Il répétait sans cesse son nom. Emmanuel, Emmanuel. J'ai reconnu le nom sur ses papiers. Emmanuel Lemoine, mon Dieu. C'était la femme de Pascal, le fils des voisins de mes parents à Dinard. La confusion dans le service d'urgence était totale cette nuit-là. Une collision en chaîne sur l'autoroute nous avait déjà submergés. J'ai pris une décision. Est-ce la bonne? Le temps le dira. Pauline tourna la page avec appréhension. 16 novembre 1997. Emmanuel a accouché d'urgence cette nuit. Des jumeaux. Personne ne s'y attendait. Même pas elle, d'après ce qu'elle m'a dit quand elle a brièvement repris conscience. Le petit garçon n'a pas survécu. Trop fragile. La petite fille est magnifique, mais présente la même malformation cardiaque que sa mère. Quant à Emmanuel, elle a subi un traumatisme crânien sévère. Elle ne se souvient de rien, pas même de son nom. Les médecins parlent d'amnésie traumatique, peut-être temporaire,
peut-être permanente. Pascal, lui, est reparti à Paris après avoir appris la terrible nouvelle. Sa femme, introuvable après l'accident, présumée emportée par les flots avec leur bébé à naître, comment est-ce possible? L'officier de police qui lui a annoncé, c'était une erreur, une confusion dans le chaos de cette nuit. Quand j'ai voulu rectifier, il était déjà reparti, dévasté. J'ai cherché à le contacter. Mais les numéros que j'avais étaient obsolètes. Et puis Emmanuel, dans sa confusion, m'a supplié. « Ne dites à personne que je suis là. Je sens que je dois me cacher. » Folie, instinct, je ne sais pas. Mais cette peur dans ses yeux, quelque chose de viscéral, alors j'ai laissé l'erreur persister. Que Dieu me pardonne, Pauline étouffa un cri. Les révélations contenues dans ces pages bouleversaient tout ce qu'elle croyait savoir. Des jumeaux, un frère qu'elle n'avait jamais connu. Sa mère, Emmanuelle, survivante mais amnésique, elle continua sa lecture. Fébrile, 20 novembre 1997. Emmanuelle récupère physiquement, mais sa mémoire est toujours absente. La petite Pauline, c'est ainsi que nous l'avons nommée, d'après une chanson qu'Emmanuelle fredonne inconsciemment, a été opérée pour sa malformation vasculaire à la jambe, la même intervention qu'Emmanuelle avait subie à sa naissance, m'a-t-elle raconté dans un rare moment de souvenir fragmentaire. Pour sa protection, nous avons établi une nouvelle identité pour Emmanuelle, Anne-Sophie Girard, je ne sais pas pourquoi, mais elle insiste sur le fait qu'elle et sa fille sont en danger, délire post-traumatique ou intuition. Par précaution, j'ai accepté de l'aider, d'autres entrées suivaient, détaillant comment Simone avait aidé Anne-Sophie et le bébé Pauline à s'installer dans un petit village près de Dinan, loin de Saint-Malo, comment elle les visitait régulièrement, 12 mars 2012. Anne-Sophie a commencé à avoir des flashs de mémoire, des images de Paris, d'un homme aux yeux verts, d'une médaille brisée, elle a retrouvé dans ses affaires la moitié d'une médaille de Saint-Jude. C'était important, dit-elle, un symbole d'un amour éternel. Je crois qu'elle se souvient de Pascal. Faut-il que je lui dise la vérité maintenant, qu'elle est Emmanuelle le moine, que son mari la croit morte depuis 15 ans. Que faire si ces souvenirs déclenchent une crise? Pauline tournait frénétiquement les pages, cherchant la suite de cette histoire incroyable. Une entrée datée de septembre 2012 lui glaça le sang. 19 septembre 2012. Tragédie. Anne-Sophie Emmanuelle est décédée dans un accident de voiture en se rendant à Paris. Elle avait décidé de retrouver Pascal, de renouer avec son passé. Le destin a une cruelle ironie. La même route, un autre accident. 15 ans plus tard, Pauline, 15 ans, est dévastée. Je suis désormais officiellement sa tutrice, comme le souhaitait Anne-Sophie. J'ai failli tout lui révéler. Mais comment expliquer à une adolescente que sa mère n'était pas celle qu'elle croyait, que son père est vivant quelque part, ignorant son existence, la demi-médaille? Anne-Sophie m'a fait promettre de la donner à Pauline pour ses 18 ans, avec cette phrase. Trouve l'autre moitié, et tu trouveras tes racines. Un jour, je devrais lui dire la vérité, mais pas maintenant, pas quand elle vient de perdre sa mère une seconde fois. Les larmes coulaient librement sur les joues de Pauline. Tout prenait sens désormais. Simone n'avait jamais eu le courage de lui révéler toute la vérité, puis le cancer l'avait emportée trop vite. « Ma mère, ma vraie mère », murmura-t-elle, serrant le journal contre son cœur. Le vent marin s'était levé, fouettant son visage mouillé de larmes. La mer semblait lui murmurer des secrets longtemps gardés, et la lune éclairait un chemin argenté sur les flots, comme pour la guider vers son passé retrouvé. Un avenir qui prenait maintenant la forme de Pascal Lemoine. Son père biologique. Le lendemain matin, Pauline arriva au café avec 10 minutes d'avance. Elle avait à peine dormi, relisant encore et encore le journal de Simone, absorbant chaque détail de cette histoire incroyable. Pascal était déjà là. Assis à une table dans le fond, 2 cafés devant lui, quand leurs regards se croisèrent, quelque chose d'indéfinissable passa entre eux. Une reconnaissance mutuelle qui transcendait les années perdues. « Bonjour », dit-il simplement lorsqu'elle s'assit en face de lui. « Bonjour », répondit-elle. Surprise par le calme de sa propre voix, elle posa sur la table le journal de Simone. « J'ai trouvé ça hier soir. Je pense que vous devriez le lire. » Pendant que Pascal parcourait les pages, son visage passant de l'incrédulité au choc, puis à une douleur profonde mêlée d'émerveillement, Pauline l'observait attentivement.
Elle cherchait dans ses traits des ressemblances avec les siens, avec ceux de Raphaël. « Donc Emmanuel a survécu », murmura-t-il finalement, refermant le journal. « Elle a vécu 15 ans de plus, sans se souvenir de moi, et puis… » Sa voix se brisa. « Et puis elle a commencé à se souvenir », compléta doucement Pauline. « Elle venait vous retrouver quand… Le même destin, 2 fois, dit-il, passant une main sur son visage. C'est presque trop cruel pour être vrai. Un silence s'installa entre eux, lourd de tout ce temps perdu, de toutes ces vies brisées et reconstruites sur des fondations fragiles. Il y avait un autre bébé, reprit finalement Pauline. Un garçon, mon jumeau. Pascal hocha lentement la tête, digérant cette information supplémentaire. Il n'a pas survécu. Non. Nouveau silence. Puis Pascal sortit de sa poche un petit étui. « J'ai apporté ceci », dit-il en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait un test ADN à faire soi-même. « Si vous êtes d'accord, pour être certain… » Pauline contempla le kit un moment. Était-ce vraiment nécessaire ? Le journal de Simone, les demi-médailles qui s'emboîtaient parfaitement, la cicatrice sur sa jambe identique à celle d'Emmanuel, ses yeux verts si semblables à ceux de Pascal et maintenant à ceux de Raphaël, tout concordait. Et pourtant, une confirmation scientifique semblait appropriée pour clore définitivement le chapitre du doute. « D'accord », acquiesça-t-elle. Ils procédèrent au prélèvement simple. Un frottis à l'intérieur de la joue, et Pascal promit d'envoyer les échantillons à un laboratoire privé qui pourrait leur donner les résultats en urgence. « D'ici 2 jours, Raphaël », commença Pascal avec hésitation. « Est-ce que je pourrais le rencontrer ?» Pauline hésita. Tout allait si vite, en l'espace de 24 heures. Sa vie avait basculé. Comment expliquer tout cela à un enfant de 7 ans ? Son opération est prévue pour lundi prochain, dit-elle finalement. Je pense qu'il vaut mieux attendre les résultats du test ADN avant de compliquer les choses pour lui. Il a déjà assez d'inquiétudes comme ça. Pascal acquiesça, compréhensif. Bien sûr, son bien-être passe avant tout. Il sortit une carte de visite de son portefeuille et la lui tendit. « Voici mes coordonnées. Appelez-moi quand vous aurez des nouvelles de l'hôpital ou quand vous vous sentirez prête. » Pauline prit la carte, remarquant le logo élégant de Lemoine Immobilier en relief doré. « Une dernière chose, » ajouta Pascal. « Simone mentionne dans son journal que ma femme, qu'Emmanuel avait peur, qu'elle sentait qu'elle devait se cacher. A-t-elle jamais expliqué pourquoi ?» Pauline secoua la tête. « Pas dans les passages que j'ai lus. » Simone semblait penser que c'était peut-être un effet du traumatisme crânien. Pascal fronça les sourcils, pensif. Peut-être. Ou peut-être y avait-il une raison réelle. Emmanuel n'était pas du genre à avoir des peurs irrationnelles. Sur ces paroles énigmatiques, ils se séparèrent, chacun emportant avec soi une partie de la vérité enfin révélée, mais aussi de nouvelles questions qui commençaient à prendre forme. Les 2 jours qui suivirent furent les plus longs que Pauline ait jamais vécus. Entre ses visites à Raphaël, qui avait été autorisé à rentrer chez eux en attendant l'opération, et son travail au café, elle n'avait guère le temps de s'appesantir sur les bouleversements de son existence. Pourtant, chaque geste quotidien semblait désormais empreint d'une nouvelle signification. Chaque fois qu'elle croisait son reflet dans un miroir, elle ne pouvait s'empêcher de chercher les traits d'Emmanuel, ceux de Pascal, Raphaël. Lui semblait avoir gagné en énergie depuis l'annonce de l'opération imminente. Ce matin-là, assis à la table du petit déjeuner, il dévorait ses céréales avec un appétit qui réchauffait le cœur de Pauline. « Maman, c'est qui le monsieur qui nous observe depuis la voiture noire ?» La question innocente de son fils la figea sur place. Elle s'approcha vivement de la fenêtre et aperçut effectivement une berline sombre garée de l'autre côté de la rue. Au volant, Pascal Lemoine détourna rapidement le regard. Comme pris en flagrant délit, « C'est un ami », répondit-elle, hésitante. « Finis ton petit déjeuner. On va être en retard pour ton rendez-vous. » À l'hôpital, pendant que Raphaël subissait une série d'examens préopératoires, Pauline retrouva le docteur Moreau dans son bureau. « Les résultats sont encourageants », annonça le médecin en étudiant le dossier. « Le cœur de Raphaël est certes fragilisé, mais sa condition générale est bonne. Le professeur Lenoir est confiant quant au succès de l'intervention. » « Et les risques ?» demanda Pauline, la gorge nouée. « Ils existent, bien sûr, comme pour toute chirurgie cardiaque. Mais ce type d'opération est devenu courant, et la malformation spécifique dont souffre Raphaël est bien documentée. » Il marqua une pause,
scrutant Pauline par-dessus ses lunettes. « D'ailleurs, vous avez subi la même intervention étant enfant, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, mais j'étais trop jeune pour m'en souvenir. » »« Avez-vous des antécédents familiaux de ce type de malformation ? Cela pourrait être utile pour le dossier médical. » La question, si simple en apparence, fit vaciller Pauline. Jusqu'à présent, elle avait toujours répondu qu'elle ignorait ses antécédents familiaux, ayant été adoptée, mais aujourd'hui... « En fait, docteur, il semble que cette condition vienne du côté maternel, ma mère biologique en souffrait également. » Le médecin hocha la tête avec intérêt. « C'est une information précieuse, cette malformation a une forte composante génétique, souvent transmise par la mère. Avez-vous d'autres informations médicales familiales qui pourraient nous être utiles ? » ?»« Pas encore, » répondit Pauline, « mais je travaille dessus. » En sortant du bureau du médecin, Pauline aperçut Pascal qui attendait dans le couloir, mal à l'aise parmi les parents et les enfants malades. Quand il la vit, il se leva précipitamment. « Pardonnez-moi, » dit-il immédiatement. « Je ne voulais pas vous espionner. C'est juste que... vous vouliez voir votre petit-fils, » compléta-t-elle doucement. Il acquiesça, l'air coupable et impatient à la fois. « Comment va-t-il ? » Les médecins sont optimistes pour l'opération. Raphaël est avec l'anesthésiste en ce moment pour un dernier bilan. Elle hésita puis ajouta. « Vous pourriez peut-être le voir ? De loin, il sort dans une dizaine de minutes. » Le visage de Pascal s'illumina d'une gratitude qui serra le cœur de Pauline. Ils s'installèrent dans la salle d'attente, côte à côte, plongés dans un silence chargé d'émotions contenues. « J'ai reçu les résultats du test ADN ce matin », annonça finalement Pascal à voix basse. Pauline se tourna vers lui, le souffle coupé. « Et 99,9% de probabilité, vous êtes ma fille, Pauline. » Il sortit une enveloppe de sa veste et la lui tendit. « Voici une copie du rapport, malgré toutes les preuves circonstancielles qu'elle avait déjà. » Voir la confirmation scientifique noir sur blanc provoqua en Pauline un vertige inattendu. C'était officiel. Pascal Lemoine était son père biologique, et Emmanuelle, cette femme dont elle ne connaissait que le visage sur une photo et quelques anecdotes racontées par Simone, était sa mère. « Je cherchais des réponses depuis si longtemps, » murmura-t-elle, les yeux rivés sur le document. « Et maintenant qu'elles sont là, c'est écrasant, » compléta Pascal. « Je comprends. J'ai passé 27 ans à faire mon deuil d'Emmanuelle et de l'enfant que je n'ai jamais connu. Et voilà que non seulement cet enfant est bien vivant, mais il a lui-même un fils. » Une infirmière passa la tête par la porte. « Madame Girard, Raphaël vous attend en salle 4. » Pauline se leva puis se tourna vers Pascal. « Venez, restez un peu en retrait, mais vous pourrez le voir. » Ils suivirent l'infirmière dans le dédale de couloir. Pascal, visiblement nerveux, ralentit le pas à mesure qu'ils approchèrent de la salle d'examen. « Le voilà », murmura Pauline en désignant un petit garçon aux boucles brunes qui jouait avec une voiture miniature, assis sur le bord d'un lit d'examen. Pascal s'immobilisa, comme frappé par la foudre. Raphaël leva les yeux à ce moment précis, son regard vert, celui d'Emmanuelle, celui de Pascal, croisant brièvement celui de cet étranger dans le couloir. Il sourit poliment avant de retourner à son jeu. « Il a ses yeux », chuchota Pascal, la voix étranglée par l'émotion. « Vos yeux, ses yeux à elle, et votre sourire », ajouta doucement Pauline. « Je ne l'avais jamais remarqué avant, mais c'est le même. » Pendant que Pauline discutait avec l'infirmière des dernières instructions préopératoires, Pascal resta en retrait, observant ce petit-fils dont il ignorait l'existence quelques jours plus tôt, quand ils quittèrent l'hôpital, Raphaël tenant fermement la main de sa mère. Pascal les suivit à distance raisonnable jusqu'au parking. « Maman, c'est encore le monsieur de ce matin », fit remarquer Raphaël en montrant discrètement Pascal. « Oui, mon cœur, c'est un ami qui s'inquiète pour toi. Il a l'air gentil, il pourrait venir manger à la maison un jour. » La question innocente prit Pauline au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil à Pascal, qui avait manifestement entendu puisqu'il s'était figé près de sa voiture, attendant sa réponse avec une expression mêlant espoir et appréhension. « Peut-être, oui, » répondit-elle finalement. « Mais d'abord, tu dois te reposer pour être en pleine forme lundi. » Sur le chemin du retour, Pauline prit une décision. Elle sortit son téléphone et composa le numéro inscrit sur la carte de visite de Pascal. « Pouvons-nous nous retrouver ce soir ?» demanda-t-elle quand il décrocha. « Il y a un endroit que j'aimerais vous montrer, à 18h, après avoir confié Raphaël à Marie qui s'était portée volontaire pour le garder. »
Pauline attendait Pascal devant la maison de retraite Les Chênes, à la périphérie de Saint-Malo. Une ancienne collègue de Simone vit ici, expliqua-t-elle alors qu'ils traversaient le hall lumineux. Véronique Maillard, elle était infirmière à Rennes en même temps que Simone. Peut-être pourra-t-elle nous éclairer sur certains points? Véronique les accueillit dans son petit appartement décoré de photos de famille et de souvenirs de voyage. Malgré ses 82 ans, elle avait l'esprit vif et le regard pétillant. « Bien sûr que je me souviens de cette nuit-là », confirma-t-elle après que Pauline lui eut exposé la situation. La tempête, l'accident sur la route des falaises, le chaos aux urgences à cause de la collision sur l'autoroute. « Vous vous souvenez d'Emmanuel » demanda Pascal, le ton pressant. « Comment l'oublier ? Une si jolie jeune femme, enceinte jusqu'aux yeux, et dans un état pitoyable quand les secouristes l'ont amenée, Simone l'a prise en charge personnellement. » Elle fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Ce qui était étrange, c'est que Simone a insisté pour la transférer rapidement vers un service isolé, presque en secret. « En secret ?» s'étonna Pauline. « Pourquoi ferait-elle ça ? À l'époque, j'ai pensé que c'était à cause de l'encombrement du service, mais avec le recul, la vieille dame secoua la tête. Il y avait autre chose. Simone semblait effrayée. Elle a falsifié certains documents, fait passer Emmanuel pour une patiente anonyme. Ce n'était pas son genre pourtant. Elle était toujours si rigoureuse. Le journal de Simone mentionne qu'Emmanuel avait peur, qu'elle sentait qu'elle devait se cacher. Intervint Pauline. Savez-vous pourquoi ? Véronique réfléchit un moment. Il y a eu une visite, quelques jours après l'accident, un homme en costume qui se présentait comme un collègue de travail de Monsieur Lemoine. Il posait beaucoup de questions sur l'accident, sur les effets personnels récupérés. Simone l'a éconduit assez sèchement, ce qui ne lui ressemblait pas. Pascal se redressa, soudain tendu. Vous rappelez-vous à quoi ressemblait cet homme, ou son nom ? Grand, élégant, les cheveux poivre et sel. Il avait une cicatrice près de l'œil droit, quant à son nom. Bertrand, je crois. Ou Bernard. Bertrand Mercier, murmura Pascal, blêmissant. Mon associé à l'époque. Quel rapport aurait-il avec tout ça ? Demanda Pauline, intriguée par sa réaction. Je ne sais pas encore, répondit Pascal, le regard perdu dans le vague. Mais je compte bien le découvrir. Le dimanche précédant l'opération, Pauline s'affairait dans son petit appartement, préparant méticuleusement le sac de Raphaël pour son séjour à l'hôpital. Pyjama préféré, livre de contes, la peluche lion élimé qui ne le quittait jamais, chaque objet soigneusement choisi pour réconforter son fils pendant les jours difficiles à venir. « Tu crois que je pourrais voir la cicatrice après ?» demanda Raphaël, assis en tailleur sur son lit, observant sa mère avec cette curiosité tranquille qui le caractérisait. « Bien sûr », sourit Pauline, s'efforçant de maintenir une façade sereine malgré l'angoisse qui lui nouait l'estomac. « Ce sera ta médaille de courage. » Comme la mienne, elle effleura machinalement sa cuisse, là où se trouvait sa propre cicatrice, une marque qui prenait désormais une toute autre signification. Le lien tangible avec Emmanuel, avec ce passé redécouvert. « Est-ce que ton ami va venir me voir à l'hôpital ?» demanda soudain Raphaël, prenant Pauline au dépourvu. « Quel ami, mon cœur ?» Le monsieur aux cheveux gris qui nous regarde tout le temps. Pauline s'assit sur le bord du lit, considérant soigneusement sa réponse. Comment expliquer à un enfant de 7 ans qu'un étranger entré dans leur vie 3 jours plus tôt était en réalité son grand-père, que toute leur histoire familiale reposait sur un enchevêtrement de secrets et de coïncidences presque trop incroyables pour être vraies? Ce monsieur s'appelle Pascal, commença-t-elle prudemment. Et il nous connaît depuis plus longtemps que tu ne le penses. C'est ton amoureux. Pauline ne put s'empêcher de rire. Non, mon chéri, ce n'est pas mon amoureux, c'est... Elle prit une profonde inspiration. En fait, c'est mon père, ton grand-père. Les yeux de Raphaël s'écarquillèrent. Mais tu m'as dit que tu ne connaissais pas ton papa. Je ne le connaissais pas, jusqu'à cette semaine. Je pensais qu'il était... Loin, ce n'était pas tout à fait un mensonge. Mais il nous a retrouvés, comme dans les films, s'enthousiasma Raphaël. Un peu comme dans les films, oui. Pauline sourit, touchée par la simplicité avec laquelle les enfants acceptaient parfois les situations les plus complexes. Il aimerait beaucoup te rencontrer officiellement. Qu'en penses-tu ? Raphaël réfléchit un instant, son petit visage sérieux. D'accord, mais seulement s'il a des bonbons. Un grand-père doit toujours avoir des bonbons. C'est la règle. Pauline l'embrassa en riant. Je lui transmettrai le message.
Plus tard ce jour-là, après avoir couché Raphaël, Pauline s'installa sur le petit balcon de son appartement. La nuit était tombée sur Saint-Malo, et au loin, les lumières des remparts se reflétaient dans la mer calme. Elle sortit son téléphone et, après un moment d'hésitation, composa le numéro de Pascal. « Il veut vous rencontrer », annonça-t-elle sans préambule quand il décrocha. Demain matin, avant son admission à l'hôpital, et il a stipulé que tout grand-père digne de ce nom devait apporter des bonbons. Le rire chaud de Pascal à l'autre bout du fil la surprit. C'était la première fois qu'elle l'entendait rire, et ce son éveilla en elle une émotion qu'elle ne put nommer. « Je serai là », promit-il, avec les meilleurs bonbons de toute la Bretagne. Un silence confortable s'installa, puis Pascal reprit, sur un ton plus grave. « J'ai fait quelques recherches sur Bertrand Mercier. Votre ancien associé, celui qui est venu à l'hôpital. Oui, il a quitté notre cabinet d'immobilier un an après. Après l'accident, il s'est lancé dans des affaires plutôt troubles. » Pascal marqua une pause. « Bertrand et moi travaillions ensemble sur un grand projet immobilier à l'époque, un complexe touristique sur la côte bretonne, près de Saint-Malo, justement. » Quel rapport avec Emmanuel ? Elle était architecte. Elle a découvert des irrégularités dans les plans, des violations des normes environnementales. Elle voulait tout arrêter, faire un signalement. La voix de Pascal se durcit. Je l'ai soutenu, bien sûr, mais Bertrand était furieux. Il avait déjà empoché des avances considérables de la part des investisseurs. Pauline commençait à comprendre. « Vous pensez que l'accident ? Je n'en sais rien, » coupa Pascal. C'était une nuit de tempête. La route était dangereuse. Mais pourquoi Emmanuel aurait-elle eu si peur ? Pourquoi aurait-elle senti le besoin de se cacher ? Un frisson parcourut Pauline. L'idée que sa mère biologique ait pu être victime d'un acte délibéré plutôt que d'un simple accident ouvrait une perspective terrifiante. Qu'est devenu ce Bertrand ? Il a prospéré pendant un temps, puis a connu quelques déboires judiciaires, des affaires d'escroquerie immobilière. Il s'en est toujours sorti de justesse. Pascal soupira. « Je l'ai perdu de vue depuis des années, mais je vais creuser, s'il a quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à Emmanuel. » Il laissa sa phrase en suspens, mais Pauline perçut la détermination qui vibrait dans sa voix. « Soyez prudent, » dit-elle doucement. « Nous avons déjà perdu trop d'années. » Le lendemain matin, Pascal arriva à l'heure convenue, tenant maladroitement un énorme ours en peluche et un sac débordant de friandises. Pauline ne put s'empêcher de sourire devant son air à la fois solennel et nerveux, comme un écolier à son premier jour de classe. « J'espère que ce n'est pas trop. Ce n'est... » s'inquiéta-t-il en désignant l'ours. « C'est parfait !» le rassura-t-elle en le faisant entrer. « Raphaël, quelqu'un est là pour te voir. » Raphaël apparut dans l'encadrement de la porte de sa chambre, soudain timide. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de l'ours, puis se posèrent avec curiosité sur cet homme qu'on lui présentait comme son grand-père. « Bonjour, Raphaël », dit Pascal, s'agenouillant pour se mettre à sa hauteur. « Je suis très heureux de te rencontrer enfin. Vous êtes vraiment mon grand-père ?» demanda l'enfant, direct comme seuls les enfants savent l'être. « Oui, je le suis. » Pascal lui tendit l'ours et le sac de friandises. « Et un grand-père apporte toujours des cadeaux, paraît-il ?» Raphaël accepta les présents avec un large sourire, toute timidité envolée. « Merci, vous savez, je vais être opéré du cœur aujourd'hui. »« Je sais, » répondit doucement Pascal, « et je suis sûre que tu seras très courageux. Maman dit que je vais avoir une cicatrice comme la sienne. Vous avez une cicatrice, vous aussi. » Pascal lança un regard à Pauline, puis remonta sa manche pour révéler une longue marque sur son avant-bras. « Celle-ci date de l'époque où j'avais à peu près ton âge. Je suis tombée d'un arbre que j'essayais de grimper. »« Cool !» s'exclama Raphaël. Visiblement impressionné, pendant l'heure qui suivit, Pauline observa avec étonnement la facilité avec laquelle Raphaël et Pascal nouaient connaissance. Son fils bombardait son grand-père tout juste découvert de questions sur tout et n'importe quoi, et Pascal répondait avec une patience infinie, un sourire permanent aux lèvres. Trop vite, l'heure du départ pour l'hôpital arriva. L'angoisse, momentanément apaisée par cette rencontre touchante, revint en force chez Pauline. L'opération, prévue pour le lendemain matin, n'était pas sans risque, malgré les assurances des médecins. « Je peux vous accompagner ?» demanda Pascal alors qu'il se préparait à partir. Pauline hésita, puis acquiesça. « Raphaël semble vous avoir adopté en un temps record. Votre présence lui fera du bien. » À l'hôpital, le processus d'admission fut à la fois rapide et interminable. Formulaires à remplir,
consentements à signer, dernières explications sur le déroulement de l'intervention. Il s'agit d'une réparation d'une communication interventriculaire, expliqua le docteur Moreau, traçant un schéma simplifié sur une feuille. Une malformation assez courante mais qui, non traitée, peut entraîner de graves complications à l'âge adulte, comme celle que j'ai subie, intervint Pauline. Exactement. Dans votre cas, l'intervention a été réalisée très tôt, ce qui explique votre excellent rétablissement. Pour Raphaël, bien que l'opération soit un peu plus tardive, nous sommes confiants quant aux résultats. Le médecin se tourna vers Pascal, l'air interrogateur. « Je suis le grand-père de Raphaël », se présenta Pascal. « Et le père de Pauline ?» Si le docteur Moreau fut surpris par cette information apparemment nouvelle, il n'en montra rien. « C'est une excellente chose que vous soyez là. Le soutien familial est crucial dans ces moments, quand vint le moment de laisser Raphaël dans sa chambre pour la nuit. » Pauline sentit son cœur se serrer. Son fils paraissait si petit dans ce grand lit blanc, entouré d'appareils médicaux. « Je serai là à ton réveil », promit-elle en l'embrassant sur le front. « Et si tu es sage, peut-être que ton grand-père t'apportera d'autres bonbons. »« Absolument », confirma Pascal avec un clin d'œil. Serrant doucement la main de son petit-fils, « Je n'irai nulle part. » En quittant la chambre, Pauline fut submergée par une vague d'émotions contradictoires. La peur pour son fils, bien sûr, mais aussi une étrange forme de gratitude d'avoir Pascal à ses côtés en ce moment critique, cet homme qui, quelques jours plus tôt, était un parfait inconnu, et qui maintenant, par un extraordinaire coup du destin, se révélait être un pilier dont elle ignorait avoir besoin. « Ça va aller », murmura Pascal, en posant maladroitement une main sur son épaule. « Il est fort, comme sa mère, comme Emmanuel. » Pauline hocha la tête. Incapable de parler, demain serait un autre jour, un jour décisif pour Raphaël. Et peut-être aussi pour cette famille éclatée qui, lentement, pièce par pièce, commençait à se reconstituer. 6h30 du matin, l'hôpital s'éveillait doucement, le personnel de nuit passant le relais à celui de jour dans un ballet silencieux et bien rodé. Pauline, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, était déjà dans la chambre de Raphaël. Elle le regardait dormir, son visage paisible contrastant avec la tempête d'émotions qui faisait rage en elle. « Bonjour », murmura une voix derrière elle. Pascal se tenait dans l'encadrement de la porte, 2 gobelets de café à la main. Il en tendit un à Pauline, qui l'accepta avec gratitude. « Vous avez dormi ici », s'étonna-t-elle. Elle-même avait passé la nuit dans un petit hôtel à proximité, après que les infirmières l'eurent gentiment mais fermement poussée à prendre un peu de repos. « Dans ma voiture », admit-il avec un petit sourire embarrassé. « Je n'arrivais pas à m'éloigner trop. » Cette confession toucha Pauline plus qu'elle ne l'aurait cru possible. Cet homme, qui avait construit toute une vie sans eux, qui avait prospéré professionnellement et aurait pu s'offrir la suite la plus luxueuse de la ville, avait préféré passer la nuit dans sa voiture pour rester près de son petit-fils. Raphaël s'éveilla peu après, étonnamment calme pour un enfant sur le point de subir une intervention majeure. Les infirmières arrivèrent pour la préparation préopératoire, vérification des constantes, administration des prémédications, dernières explications adaptées à son âge. « Tu vas faire un long dodo », expliqua l'une d'elles avec douceur. « Et quand tu te réveilleras, ton cœur sera tout réparé. Et j'aurai une cicatrice comme maman », demanda-t-il, visiblement plus intéressé par cette perspective que par l'opération elle-même. « Une plus petite, mais oui, tu auras ta médaille de courage », quand vint le moment de l'emmener au bloc. Pauline eut l'impression qu'on lui arrachait physiquement le cœur. Elle embrassa son fils, lui promettant d'être là à son réveil, puis le regarda s'éloigner sur le brancard, son ours en peluche, cadeau de Pascal, serré contre lui, 5 à 6 heures d'opération, précisa l'infirmière avec compassion. Nous vous tiendrons informés, il y a une salle d'attente au 4e étage. Dans cette salle au mur d'un vert pâle supposé apaisant, le temps semblait suspendu, Pauline faisait les 100 pas, incapable de rester assise plus de quelques minutes d'affilée. Pascal, bien que visiblement tendu lui aussi, maintenait une façade de calme, peut-être pour son bénéfice. « Racontez-moi », dit-elle soudain, brisant le silence oppressant. « Racontez-moi, Emmanuel, comment vous êtes-vous rencontrés ?» Pascal sembla surpris par cette demande, mais son visage s'adoucit à l'évocation de ce souvenir. C'était à l'école d'architecture de Paris. J'étais en dernière année de droit. Je cherchais un projet immobilier à étudier pour mon mémoire. Elle travaillait sur la maquette d'un écoquartier. Un sourire nostalgique éclaira son visage.
Elle avait de la peinture plein les doigts et m'a laissé une tache bleue sur ma chemise quand elle m'a serré la main. Pauline sourit à cette image. Elle était passionnée. Profondément, elle se battait déjà pour une architecture respectueuse de l'environnement, bien avant que ce soit à la mode. Pascal secoua la tête. C'est ce qui l'a mise en conflit avec Bertrand. Plus tard, il ne voyait que le profit à court terme. Elle pensait aux générations futures. Tandis que les heures s'écoulaient, avec une lenteur exaspérante, Pascal continua de partager des fragments de sa vie avec Emmanuel, leur mariage simple dans un petit village de Normandie, leur rêve d'élever des enfants à Saint-Malo, la joie d'Emmanuel quand elle avait appris sa grossesse. Elle voulait une famille nombreuse, confia-t-il. 3 ou 4 enfants, au moins. Elle disait toujours que les maisons devaient être remplies de rires d'enfants. Une infirmière entra, apportant une mise à jour. L'opération avait bien commencé. Les constantes de Raphaël étaient stables. Un soulagement temporaire. Avant que l'attente ne reprenne, encore plus angoissante. « Et vous ?» demanda Pascal après un moment. « Comment a été votre vie avec Simone ?» À son tour, Pauline partagea ses souvenirs, l'enfance paisible à Dinan, les étés à pêcher des crabes sur les rochers, l'amour inconditionnel de celle qu'elle avait toujours considérée comme sa tante. « Elle a été merveilleuse », affirma Pauline, la gorge nouée par l'émotion. « Elle a tout sacrifié pour m'élever, pour me protéger, même si aujourd'hui, je comprends qu'elle m'a aussi privée de la vérité. Je ne peux pas lui en vouloir. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste, acquiesça Pascal. Et elle vous a donné ce que je n'ai pas pu. Une enfance aimante et stable. Une nouvelle interruption, cette fois, de la part du docteur Moreau, qui les informa que l'opération se déroulait comme prévu. Encore 2 heures environ, estima-t-il. Lorsqu'il fut reparti, une question taraudait Pauline depuis le début de leur retrouvaille. Après l'accident, vous avez cherché Emmanuel ? L'expression de Pascal s'assombrit. Pendant des mois, j'ai engagé des détectives privés, j'ai harcelé la police, les gardes-côtes, j'ai arpenté moi-même les plages, les falaises. Sa voix se brisa légèrement. Quand il est devenu évident que je ne retrouverais jamais son corps, j'ai fait ériger ce mémorial au cimetière, un endroit où je pouvais lui parler, même si je savais qu'elle n'y reposait pas. Et ensuite, vous avez refait votre vie. Pascal eut un rire sans joie. J'ai essayé, je me suis jetée à corps perdu dans le travail, l'entreprise a prospéré, j'ai eu quelques relations, mais rien de sérieux. Personne n'a jamais remplacé Emmanuel. Pauline médita ces paroles, touchée par cette fidélité qui avait traversé les décennies. Et maintenant, qu'allez-vous faire, maintenant que vous nous avez trouvés ? La question resta un moment suspendue entre eux, chargée d'implications. « Je ne veux plus vous perdre », répondit-il simplement. « Si vous le permettez, j'aimerais faire partie de vos vies, de celle de Raphaël. » Avant que Pauline puisse répondre, la porte s'ouvrit brusquement sur le professeur Lenoir, encore vêtu de sa tenue de bloc. Son expression grave fit bondir Pauline de son siège. « L'opération est terminée », annonça-t-il. « Mais nous avons rencontré une complication. Le monde sembla s'arrêter de tourner. Pauline sentit ses jambes se dérober sous elle, et sans la main ferme de Pascal qui la saisit par le coude, elle se serait effondrée. « Quelle complication ?» demanda Pascal. Sa voix calme contrastant avec la panique évidente de Pauline. « Une hémorragie difficile à contrôler, nous avons dû transfuser Raphaël. Il est stable maintenant, mais les prochaines heures seront cruciales. Je veux le voir, » exigea Pauline, retrouvant sa voix. « Il est en salle de réveil, dès qu'il sera installé en soins intensifs. Une infirmière viendra vous chercher, ce ne sera pas long. » L'attente qui suivit fut la plus pénible de toutes. Pauline, incapable de rester immobile, arpentait la pièce comme une lionne en cage. Pascal, lui, semblait s'être statufié, son regard fixé sur la porte, attendant la venue de l'infirmière comme on attend un verdict. Finalement, on les autorisa à voir Raphaël. En entrant dans la chambre des soins intensifs, Pauline fut saisie par la vulnérabilité de son fils, si petit dans ce lit médicalisé, entouré d'appareils qui bipèrent doucement, un pansement imposant sur sa poitrine, des tubes et des perfusions partout. « Mon bébé », murmura-t-elle en s'approchant pour effleurer sa joue pâle. « Il est fort », dit une infirmière avec un sourire encourageant. « L'opération en elle-même est un succès, la malformation est corrigée, c'est juste cette hémorragie qui nous a fait peur, mais son corps répond bien à la transfusion. » Pauline s'installa dans le fauteuil près du lit. Déterminée à ne pas quitter son fils d'une semelle, Pascal resta debout à l'autre bout de la chambre, comme s'il n'osait pas s'approcher davantage,
« Venez », l'invita doucement Pauline. « Il a besoin de nous deux. » Pascal s'avança, ses yeux brillants de larmes contenues. Il prit délicatement la petite main de Raphaël dans la sienne. « Nous sommes là, mon grand », murmura-t-il. « Ta maman et moi, nous veillons sur toi. » Dans cette chambre d'hôpital aseptisée, sous la lumière froide des néons, une famille brisée puis miraculeusement réunie veillait son plus jeune membre, le lien vivant entre le passé et l'avenir, l'incarnation d'un amour qui avait transcendé le temps et les épreuves. Et lentement, presque imperceptiblement, les doigts de Raphaël se resserrèrent autour de ceux de son grand-père. Les 3 jours suivant l'opération s'écoulèrent dans une bulle hors du temps. Pauline ne quittait la chambre de Raphaël que pour les nécessités les plus basiques, dormant sur un fauteuil inconfortable à son chevet. Pascal, quant à lui, avait établi une routine étonnamment domestique. Il apportait des repas frais pour Pauline, s'assurait qu'elle se repose un minimum et tenait compagnie à Raphaël pendant qu'elle prenait une douche rapide à l'hôtel voisin. Le 4e jour, un rayon de soleil perça enfin la grisaille qui avait enveloppé Saint-Malo toute la semaine. Raphaël, désormais débarrassé de la plupart des tubes et moniteurs, était assis dans son lit, feuilletant un livre d'images que Pascal lui avait apporté. « Regarde, maman !» s'exclama-t-il en pointant une illustration de phare battu par les vagues. « Grand-père dit qu'il va m'emmener voir celui-là quand je serai guéri. » Le terme « grand-père », désormais prononcé avec une familiarité touchante, réchauffait le cœur de Pauline. Il était stupéfiant de constater la vitesse à laquelle Raphaël avait accepté Pascal dans sa vie, avec cette capacité d'adaptation propre aux enfants. Il avait intégré ce nouveau membre dans sa constellation familiale, comme s'il avait toujours été là. « Le phare du Cap Fréhel », confirma Pascal en entrant dans la chambre, portant un sac en papier qui embaumait la viennoiserie. « L'un des plus beaux de Bretagne. Et tu me montreras aussi comment construire des immeubles », poursuivit Raphaël avec enthousiasme. Pascal rit en déposant un croissant encore chaud sur la table de chevet de son petit-fils. « Tout ce que tu voudras, mais d'abord, il faut que ces points de suture guérissent parfaitement. » Le docteur Moreau fit son entrée, feuilletant le dossier médical avec une satisfaction évidente. « Eh bien, jeune homme, tu nous impressionnes tous. Ta récupération est remarquablement rapide. Je peux rentrer à la maison ?» demanda immédiatement Raphaël. « Pas encore, mais bientôt. » Le médecin se tourna vers Pauline et Pascal. « Les dernières analyses sont excellentes. Si tout continue ainsi, il pourra sortir en fin de semaine, bien sûr. Il faudra du repos, des contrôles réguliers. Mais l'opération est un franc succès. » Pauline laissa échapper un soupir de soulagement si profond qu'elle n'avait pas réalisé le retenir depuis des jours. « Merci, docteur, pour tout. » Une fois le médecin parti, Pascal s'éclaircit la gorge, soudain nerveux. « J'aurai quelque chose à vous proposer à tous les deux. » Il jeta un coup d'œil à Raphaël, qui mordait joyeusement dans son croissant, puis revint à Pauline. « J'ai une maison ici, à Saint-Malo, celle qu'Emmanuel et moi avions achetée avant l'accident. Je ne l'ai jamais vendue, même si je n'y ai presque jamais vécu. Vous l'avez gardée pendant toutes ces années ?» s'étonna Pauline. Pascal haussa les épaules, un peu embarrassé. « Je n'ai jamais pu me résoudre à m'en séparer. C'était notre projet, notre avenir. » Il prit une profonde inspiration. « Ce que je veux dire, c'est que vous pourriez y venir pendant la convalescence de Raphaël. Elle est grande, calme, avec un jardin. Ce serait mieux que votre appartement en ville. » Pauline hésita. L'offre était tentante, certes, mais aussi chargée d'émotions et d'implications. Vivre dans la maison qu'Emmanuel avait choisie pour élever ses enfants, pour l'élever elle, ce ne serait que temporaire bien sûr, ajouta précipitamment Pascal, interprétant son silence comme un refus. Juste le temps que Raphaël se remette complètement. « Dis oui, maman », intervint Raphaël, le visage barbouillé de miettes de croissant. « Je veux voir la maison de grand-père. » Devant l'enthousiasme de son fils et l'espoir mal dissimulé dans les yeux de Pascal, Pauline sentit ses réticences fondre. « D'accord, mais juste pour la convalescence. » Le sourire qui illumina le visage de Pascal valait toutes les concessions du monde. La maison de Pascal, ou plutôt, la maison d'Emmanuel et Pascal, se révéla être une élégante demeure de pierre, nichée sur les hauteurs de Saint-Malo, avec une vue imprenable sur la mer. Lorsque Pascal ouvrit la porte d'entrée, Pauline fut saisie par l'étrange sensation de rentrer chez elle, dans un lieu où elle n'avait pourtant jamais mis les pieds. « C'est magnifique », murmura-t-elle. Touchée par la simplicité élégante de la décoration, les poutres apparentes, les grandes fenêtres qui invitaient la lumière, Emmanuel avait tout choisi.
expliqua Pascal en guidant Raphaël, encore faible mais déterminé à explorer à travers le salon spacieux. J'ai fait rénover récemment, mais j'ai gardé l'esprit qu'elle avait imaginé. Pauline laissa son regard errer sur les détails de la pièce. Des étagères emplies de livres d'architecture et d'art, des photographies en noir et blanc de paysages marins, une collection de coquillages disposés sur le rebord d'une fenêtre. Elle s'arrêta devant un petit cadre posé sur la cheminée, une photo d'Emmanuel, rayonnante dans une robe d'été, les mains posées sur son ventre rond. C'était 2 semaines avant l'accident, dit doucement Pascal en s'approchant. Notre dernier week-end ici. Pauline ne put détacher son regard de cette femme qui lui ressemblait tant, qui portait en elle les jumeaux dont l'un n'avait pas survécu, dont l'autre se tenait maintenant face à son portrait, une mère qu'elle n'avait jamais eu la chance de connaître. « J'ai fait préparer vos chambres », poursuivit Pascal, désireux peut-être de dissiper l'émotion qui s'était emparée de Pauline. « Raphaël sera au rez-de-chaussée, pour éviter les escaliers, et j'ai pris la liberté de faire livrer quelques courses. » Les jours suivants établirent une routine étonnamment harmonieuse. Raphaël, confiné au repos par ordre médical, passait ses journées entre lectures, jeux de société avec son grand-père et siestes réparatrices. Pascal, qui avait délégué la gestion quotidienne de son entreprise à ses directeurs parisiens, travaillait depuis la maison, disponible à la moindre sollicitation de son petit-fils. Quant à Pauline, elle avait obtenu un congé du café. Marie ayant insisté pour qu'elle prenne tout le temps nécessaire, un matin, alors que Raphaël sommeillait dans le hamac du jardin, Pascal trouva Pauline sur la terrasse, contemplant la mer. « Un café », proposa-t-il en lui tendant une tasse. « Merci. » Elle l'accepta avec un sourire reconnaissant. Je réfléchissais à la suite. La suite. Quand Raphaël sera complètement rétabli, je dois reprendre le travail. Il retournera à l'école. Elle hésita. Comment allons-nous organiser tout ça ? Je veux dire, maintenant que nous savons, que nous nous sommes trouvés. Pascal s'assit face à elle, son regard reflétant la même incertitude. J'y pense aussi. Ma vie est à Paris, la vôtre ici. Un silence s'installa, uniquement troublé par le bruit des vagues et le chant des mouettes. J'envisage de m'installer à Saint-Malo, dit finalement Pascal. Définitivement. Pauline le dévisagea, surprise. Mais votre entreprise, elle peut fonctionner sans ma présence quotidienne. J'ai une équipe compétente. Il esquissa un sourire. Et puis, il est peut-être temps pour moi de ralentir, de profiter de ce qui compte vraiment. Nous, vous. Pascal marqua une pause. Soudain vulnérable, je sais que c'est précipité, que nous nous connaissons à peine, mais j'ai déjà perdu 27 ans. Je ne veux pas en perdre davantage. Pauline comprenait ce sentiment. Elle aussi ressentait cette urgence de rattraper le temps, de construire des souvenirs, de former enfin cette famille que le destin leur avait si longtemps refusée. « Le café est à vendre », dit-elle après un moment de réflexion. « Marie parle de prendre sa retraite depuis des années. Elle n'attendait que de trouver quelqu'un pour reprendre. » Pascal haussa un sourcil, intrigué. « Tu envisagerais de l'acheter ? J'y travaille depuis 5 ans, je connais tous les clients, les fournisseurs, mais je n'ai jamais eu les fonds nécessaires. Je pourrais t'aider. » Pauline secoua la tête. « Je ne veux pas de charité. » « Ce n'est pas de la charité, » corrigea doucement Pascal. « C'est un investissement, dans la famille, dans notre avenir. » Le mot « famille » résonna avec une force particulière. Cette famille reconstruite, encore fragile, mais qui prenait forme sous leurs yeux, jour après jour. « J'y réfléchirai », concéda Pauline, près du hamac. Raphaël s'était réveillé et les observait, son petit visage encore marqué par la fatigue, mais illuminé d'un sourire. Dans ce tableau presque idyllique, Pauline sentit quelque chose se dénouer en elle. Cette méfiance, cette réserve qu'elle avait maintenue depuis les premières révélations, peut-être était-il temps, en effet, de construire plutôt que de simplement survivre. Au loin, la marée montait, effaçant lentement les traces laissées sur le sable, comme le temps qui, peu à peu, apaisait les blessures du passé. 6 mois s'étaient écoulés depuis l'opération de Raphaël. L'automne avait cédé la place à l'hiver, puis au printemps. Et maintenant, les premières chaleurs de l'été caressaient les côtes bretonnes. Le long des remparts de Saint-Malo, les touristes commençaient à affluer, apportant avec eux cette effervescence saisonnière qui transformait la ville. Au numéro 7 de la rue des Corsaires, l'ancien coin des souvenirs avait fait peau neuve. Une nouvelle enseigne en bois poli se balançait doucement dans la brise marine. Les 2 moitiés, le café,
entièrement rénové mais conservant son charme authentique, s'apprêtait à ouvrir officiellement ses portes pour la saison estivale. Pauline, vêtue d'une robe légère, donnait les dernières instructions à Emma, la jeune serveuse qu'elle venait d'embaucher, à 8 ans, Raphaël, désormais complètement rétabli, s'affairait à disposer des fleurs fraîches sur chaque table, prenant son rôle de copropriétaire junior très au sérieux. « Grand-père arrive quand ?» demanda-t-il pour la 3e fois en 10 minutes, jetant un œil impatient vers la porte. « Bientôt, mon cœur. » Il finit de s'installer dans son nouvel appartement. Pascal avait tenu parole. Non seulement il avait aidé Pauline à acquérir le café lorsque Marie avait finalement décidé de prendre sa retraite en Dordogne, mais il avait également fait le grand saut en quittant définitivement Paris pour s'installer à Saint-Malo, pas dans la grande maison. Pauline et Raphaël y vivaient désormais, mais dans un élégant appartement avec vue sur le port. À quelques minutes à pied du café, la porte s'ouvrit, laissant entrer un Pascal rayonnant, les bras chargés d'un imposant bouquet. « Des coupes de lait ?» s'exclama Pauline, touchée par cette attention particulière. « Les fleurs préférées d'Emmanuel », confirma-t-il. « Il m'a semblé approprié pour l'inauguration. » Raphaël se précipita vers son grand-père, lui arrachant presque le bouquet des mains pour l'installer fièrement au centre du comptoir. Ces derniers mois, le lien entre eux s'était renforcé au point qu'ils étaient pratiquement inséparables. Pascal initiant son petit-fils aux joies de la navigation et de la pêche à pied. « Alors, tout est prêt pour le grand jour ?» demanda Pascal en embrassant Pauline sur la joue. « Presque. Il ne manque que... » Elle fut interrompue par l'arrivée d'un vieil homme aux cheveux blancs, soutenu par une canne, le docteur Moreau, qui avait pris sa retraite peu après l'opération de Raphaël, mais avait promis d'être présent pour l'inauguration. « Je ne manquerai ça pour rien au monde », sourit-il en acceptant la chaise que Pauline lui offrait près de la fenêtre. « Ce café a toujours été mon repère. Je suis ravie de le voir renaître. » D'autres habitués commencèrent à arriver, puis des amis, des commerçants du quartier, tous curieux de découvrir la transformation du lieu. Rapidement, le café fut rempli de conversations animées et de rires. À midi précis, Pauline fit teinter une cuillère contre un verre pour attirer l'attention. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », commença-t-elle. Soudain émue, « Ce café représente bien plus qu'un simple commerce pour moi. C'est ici que le destin a choisi de réunir notre famille après tant d'années de séparation. » Son regard croisa celui de Pascal, debout près du comptoir, tendu comme un étudiant passant un examen. Il lui avait fallu du temps pour s'habituer à cette nouvelle vie, à ce rôle de père et de grand-père qu'il découvrait sur le tard. Mais chaque jour, il semblait s'épanouir davantage dans cette seconde chance offerte par le destin. « Nous avons choisi le nom Les Deux Moitiés pour une raison très spéciale, » poursuivit Pauline. « Et je voudrais vous montrer pourquoi. » Elle fit signe à Raphaël, qui s'avança solennellement, portant un petit écrin de velours. Pascal s'approcha à son tour, et ensemble, ils ouvrirent la boîte, révélant une médaille de Saint-Jude, désormais entière, restaurée par le meilleur orfèvre de la ville. La ligne de fracture était encore visible, trace délicate d'une histoire extraordinaire. Mais la médaille formait à nouveau un tout. Cette médaille appartenait à mes parents, expliqua Pauline, sa voix portant dans le silence attentif. Ils l'ont brisée en deux le jour de leur mariage, comme symbole de leur union. Même séparés, nous restons un tout. Disait-il, pendant 27 ans, ces deux moitiés sont restées séparées, comme notre famille. Aujourd'hui, nous les réunissons, comme le destin nous a réunis. Pascal prit la médaille restaurée et la plaça dans une petite vitrine en verre, spécialement conçue, encastrée dans le mur derrière le comptoir. « À Emmanuel », dit-il simplement en levant son verre, qui a toujours cru que l'amour trouverait son chemin. « À Emmanuel », répétèrent les invités, même ceux qui ne connaissaient pas toute l'histoire, mais sentaient l'émotion du moment, tandis que la fête battait son plein. Le docteur Moreau fit signe à Pauline de s'approcher. « J'ai quelque chose pour vous », dit-il en sortant une enveloppe jaunie de sa poche intérieure. « Je l'ai retrouvée récemment en faisant du tri avant mon déménagement. Elle était dans les archives personnelles que j'avais emportées lors de ma retraite de l'hôpital de Rennes. » Intriguée, Pauline ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, datée du 20 novembre 1997, 5 jours après l'accident. « C'est l'écriture de Simone », murmura-t-elle, reconnaissant immédiatement ses boucles caractéristiques. Elle m'avait confié cette lettre, à remettre à Pascal Lemoine si jamais il venait poser des questions sur sa femme, expliqua le médecin. Mais il n'est jamais venu à moi, et j'ai
J'ai oublié, je l'avoue. Les années ont passé. Troublée, Pauline appela Pascal. Ensemble, ils se retirèrent dans l'arrière-boutique pour lire la lettre de Simone. « Cher monsieur le moine, si vous lisez ces lignes, c'est que vous avez commencé à douter de la version officielle concernant le décès de votre épouse. Vous avez raison de douter. Emmanuelle a survécu à l'accident. Elle a donné naissance à des jumeaux, un garçon malheureusement décédé peu après sa naissance, et une fille, Pauline, en parfaite santé, malgré une malformation cardiaque héréditaire. Pourquoi ne pas vous avoir contacté immédiatement ? Parce qu'Emmanuelle, gravement traumatisée, souffrait d'amnésie, et surtout parce qu'elle était terrorisée, persuadée que l'accident n'en était pas un. Le jour avant le drame, elle m'avait appelée, bouleversée. Elle venait de découvrir des documents compromettants concernant le projet immobilier sur lequel elle travaillait avec vous et votre associé, Bertrand Mercier, des falsifications environnementales graves, des pots de vin. Elle voulait tout révéler, tout arrêter. Après l'accident, quand Bertrand Mercier est venu à l'hôpital poser des questions, j'ai compris que ses craintes étaient peut-être fondées. J'ai choisi de la protéger, elle et sa fille. Je sais que ce choix vous a privé d'elle, et j'en porterai le poids jusqu'à ma mort. Mais je pensais agir pour leur sécurité. Si vous avez trouvé cette lettre, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous avez retrouvé Pauline. Prenez soin d'elle. C'est tout ce qu'Emmanuelle aurait souhaité, avec mes sincères regrets. Simone Leroy. Un long silence suivit leur lecture. Pascal avait pâli. Ses mains tremblaient légèrement. « Bertrand », murmura-t-il enfin. « J'ai toujours eu des doutes, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il puisse aller jusque-là. Est-il toujours en vie ?» demanda doucement Pauline. « Non, il est décédé il y a 3 ans d'une crise cardiaque. » Pascal secoua la tête, comme pour chasser ses pensées sombres. Peut-être est-ce mieux ainsi. Quelle justice aurait pu réparer ce qu'il nous a pris ? Ils retournèrent à la fête, portant le poids de cette révélation, mais étrangement, au lieu de les accabler, cette vérité enfin dévoilée semblait les libérer d'un dernier fardeau, d'une dernière question sans réponse. Le soir venu, quand le dernier invité fut parti, Pauline, Pascal et Raphaël se retrouvèrent seuls dans le café silencieux. La médaille restaurée brillait doucement dans sa vitrine, captant les derniers rayons du soleil couchant. « Je me demande parfois, » dit Pauline en s'asseyant près de la fenêtre, « ce qu'aurait été ma vie si l'accident n'avait jamais eu lieu. Tu aurais grandi ici, dans cette maison que ta mère aimait tant, » répondit Pascal en s'asseyant face à elle. « Tu aurais eu une famille complète, peut-être des frères et sœurs. Et pourtant, même séparés, nous sommes restés un tout, » murmura-t-elle, reprenant les mots gravés sur la médaille. Raphaël, qui somnolait contre l'épaule de son grand-père, ouvrit un œil. « Comme la médaille, » dit-il simplement. « Exactement comme la médaille, » sourit Pauline en ébouriffant ses cheveux. Dehors, la mer montait doucement, effaçant les traces laissées sur le sable. Mais certaines marques, comme celles que l'amour imprime dans les cœurs, ne s'effacent jamais vraiment. Elles attendent patiemment, parfois des décennies, que le destin les redécouvre et leur redonne vie, dans le café, les 2 moitiés. Une famille enfin réunie contemplait l'horizon avec sérénité, sachant que désormais, quelle que soit la route, ils la parcouraient ensemble.